Il est 12h30 en direct sur Sud Radio. Soyez les bienvenus. Excellente journée à vous tous. Petite mauvaise nouvelle quand même, je suis désolée de vous l'annoncer. À partir du 1er août, votre facture d'électricité vous coûtera en moyenne, ça dépend évidemment des foyers, 15 € de plus par mois, soit 160 € à partir du 1er août. Une hausse de 10% donc au total. Conséquence de la baisse progressive du bouclier tarifaire annoncé par le gouvernement. Les associations de consommateurs dénoncent un coup de poignard au cœur de l'été. Mais il faut préciser que le bouclier a déjà coûté 110 milliards à l'État. Alors fallait-il le maintenir ? Ça vous inspire quoi? Alors, le gouvernement dit que c'était pas vraiment une surprise, qu'il avait plus ou moins prévenu, mais enfin quand même, apparemment beaucoup ont été pris en traître avec cette annonce. Ah oui, non. Déjà, il avait prévenu en 2025, il y a encore quelques mois, il a annoncé qu'il y aurait une baisse progressive des factures d'électricité, là en plein milieu de l'été. Dès le mois d'août, du coup, on aura une augmentation de nos factures d'électricité, ce qui représente, vous l'avez très bien dit, environ 150, 160 € en plus pour les foyers, ce qui est assez conséquent. Et ce qu'on observe finalement, c'est que les salaires, eux, stagnent et que les factures, elles, augmentent. Et qu'on a un gouvernement qui préfère écouter les injonctions de Bruxelles à faire des économies plutôt que de défendre le travail. Ça va avoir des effets dévastateurs, à la fois pour le pouvoir d'achat, bien sûr, des Françaises et des Français, mais aussi pour nos PME, nos petites et moyennes entreprises qui vont subir de plein fouet cette augmentation des factures d'électricité. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de revoir de fond en comble aujourd'hui notre politique en matière énergétique et de déroger aux traités européens qui nous obligent finalement à avoir des factures qui continuent d'augmenter continuellement. Alors déjà sur la réaction, Pierre Bentata, vous, quelle a été votre réaction après l'annonce de cette hausse? Il y a des associations qui accusent le gouvernement de revenir sur sa parole, reprochant à l'État de ne pas respecter son engagement de limiter la hausse, par exemple, à plus de 15% en 2023. Je comprends parfaitement ce qui vient d'être dit et je comprends parfaitement l'effet, le mécontentement, mais sur le plan économique, il n'y a pas vraiment de surprise. Ce bouclier tarifaire, c'est une mesure exceptionnelle. Vous l'avez rappelé, elle coûte très cher, puisque c'est l'État en fait qui compense l'écart entre le prix de vente et le prix qui est fixé par les fournisseurs d'électricité. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est assez logique qu'on soit contraint au bout d'un moment de revenir à une situation où on abandonne le bouclier tarifaire. Évidemment, celui qui supporte les coûts, ce sont nous tous, tous les utilisateurs d'électricité. Léon de Fontaine, c'est vrai que ce sont beaucoup les classes populaires, les classes moyennes qui vont payer. Oui, et les petites moyennes entreprises, je réitère, ça va avoir des effets très néfastes en fait sur l'économie de ces petites et moyennes entreprises qui étaient déjà un peu fragiles, qui reprenaient depuis la pandémie petit à petit et qui là se voient d'un seul coup une nouvelle fois des factures augmenter et ça va avoir des effets très néfastes en plus, je pense, pour l'emploi et donc tout est négatif. Et finalement, depuis 20 ans qu'on nous bassine avec les politiques libérales en disant qu'il fallait absolument privatiser EDF et GDF parce que ça allait diminuer les factures, ce qu'on observe c'est que les factures ont continuellement augmenté, qu'elles ont un poids prépondérant aujourd'hui dans le pouvoir, dans les budgets des familles. Ça a doublé depuis les années 70, la part de l'énergie dans le budget des familles. Et en fait, on a besoin de revenir sur ça. On a besoin aujourd'hui de recréer un pôle public de l'EDF, de gaz, de distributeurs, de la production et de la distribution de l'électricité comme du gaz pour permettre justement de diminuer ces factures et l'ouverture à la concurrence, la privatisation a des effets dévastateurs sur les prix au final. Alors c'est vrai, vous parliez des petits commerces en préparant cette émission. Je lisais par exemple des témoignages de coiffeurs qui consomment beaucoup d'électricité et qui se disent mais comment on va faire? On va être obligé d'augmenter les prix et les clients vont pas venir. Pierre Bentata, vous avez une vision peut-être plus libérale. Ça veut dire quoi? En gros, il faut qu'on s'estime heureux qu'il y ait encore un bouclier fiscal parce qu'on le rappelle. Là, c'est progressivement on l'enlève ce bouclier, mais il est toujours en vigueur et il va l'être jusqu'en 2025. Oui, alors c'est une position libérale, oui, à condition qu'on voit les choses, qu'on élargisse un peu la focale. Le problème, c'est pas ici une libéralisation, c'est justement que c'est un secteur qui est suradministré et que ça peut marcher.
les prix sont pas fixés librement. On a une mécanique très précise au niveau européen pour définir comment les prix vont être fixés. Et ces prix, ils dépendent en réalité du coût de production de la dernière entreprise ou du dernier secteur qui va produire l'électricité dont on a besoin. Et donc, comme on a des pays qui ont des mix énergétiques qui sont très différents, on finit par avoir des prix, même si nous, on produit de façon pas chère grâce au nucléaire, on finit par avoir des prix qui sont mécaniquement augmentés parce qu'on a d'autres pays dans lesquels on va produire de façon moins efficace, et notamment l'Allemagne. Et donc, ici, selon moi, le problème n'est pas une libéralisation, c'est que en voulant contrôler autant et en essayant d'avoir un marché européen dans lequel tout le monde va payer exactement de la même façon pour favoriser les échanges et favoriser les transferts d'électricité, les exportations et les importations quand on en a besoin, on finit par avoir des utilisateurs qui, eux, sont captifs et qui, aujourd'hui, payent un prix qui est plus élevé que ce qu'ils pourraient payer si on n'avait pas cette mécanique ou si on l'avait regardé autrement, en ayant d'abord un calcul des prix qui dépendait uniquement de la capacité à produire en France. Alors, oui, effectivement, d'autres termes, j'essaye de résumer parce que c'est vrai que c'est un petit peu complexe. C'est la commission vous m'arrêtez si je me trompe, Pierre Bentata, c'est la commission de régulation de l'énergie qui, elle, calcule l'évolution théorique des tarifs réglementés de vente. Et cette commission de régulation, elle recommandait une hausse de 74,5% parce que l'électricité est beaucoup plus chère finalement que celle qu'on paye, manifestement. Est-ce qu'on doit s'estimer heureux, Léon de Fontaine? J'imagine que ça vous suffit pas, vous, non, et pas aux Français non plus, bien évidemment. Non, mais Monsieur Bentata a bien identifié, je pense, le problème, c'est que aujourd'hui, les conséquences de l'augmentation des factures d'électricité est liée très fortement aux politiques européennes. En premier lieu, les politiques européennes qui nous ont poussé à la privatisation, parce que c'était des directives européennes qui ont dit qu'il fallait absolument ouvrir à la concurrence le marché d'électricité, alors même qu'on avait un système de monopole public via EDF qui fonctionnait bien, qui produisait une électricité à bas coût et qui permettait ensuite de le distribuer à l'ensemble de la population. Deuxièmement, et en effet, il y a la question du marché unique européen de l'énergie. Et je rejoins tout à fait Monsieur Bentata, aujourd'hui nous devons à tout prix sortir de ce marché de l'énergie à l'échelle européenne, parce que finalement on est en train de payer, les Français sont en train de payer les conséquences des choix politiques de l'Allemagne de sortir de l'énergie nucléaire et de se rendre dépendante, notamment du pétrole, du gaz et du charbon, qui a considérablement augmenté depuis le conflit en Ukraine. C'est très concrètement comme si demain on allait au restaurant, que moi je prenais un menu à 10 €, que le collègue allemand prenait un menu à 100 €, et puis qu'on disait on partage la facture à deux, 50 € chacun. Les Français n'ont pas à payer le choix catastrophique de l'Allemagne d'être sorti du nucléaire, et nous devons à tout prix sortir de ce marché unique. Et enfin, la conséquence aussi, là, très concrète, c'est celle de qu'a dit Monsieur Attal. Si aujourd'hui ils ont revu le bouclier tarifaire à la baisse, qui vont permettre d'augmenter de 10% les factures d'électricité, c'est aussi parce que l'Europe nous impose les 3% de déficit et que du coup ils imposent au gouvernement français de faire des économies alors même que nous sommes dans un contexte à la limite de la récession et surtout dans un contexte de baisse et de recul du pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français. Alors ça réagit pas mal au 0800 26 300 300. On est d'ailleurs avec un auditeur qui veut nous parler justement de la même chose, ce marché européen. Claude, vous nous appelez de Perpignan, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour à tous. D'abord, je confirme les deux dernières choses qui viennent d'être dites parce que je pense exactement la même chose, c'est-à-dire que nous n'avons plus rien à faire dans un marché, mais moi je suis plus dur que ce que j'ai entendu parmi vos intervenants et vos auditeurs. C'est pas l'Europe. C'est l'Allemagne, en fait, le problème. L'Europe, à la limite, elle fait ce que les Allemands et les Français veulent faire. Or, les Allemands, ils veulent torpiller le système électrique français. C'est eux qui ont poussé pour qu'on désosse EDF et qu'on la mette au bord de la faillite, parce qu'en fait, ils veulent que leur industrie reste compétitive, alors qu'ils veulent de l'électricité. Ils ont de l'électricité chère à cause de leur choix imbécile sur les sources d'énergie. Et je pense que si on avait un président de la République courageux, mais ça, j'en doute beaucoup, et chaque mois qui passe, j'en doute davantage, au lieu d'avoir fait des boucliers tarifaires qui nous ruinent, il aurait mis le point sur la table en disant maintenant, moi, la chaise, où elle est vide, où j'y suis, mais tant que vous nous maintiendrez un marché aussi imbécile de l'électricité qui n'est pas un produit, l'électricité est un service, c'est pas un produit, on n'achète pas des kilowattheures, on achète du chauffage, on achète de la pompe à chaleur, et il faut sortir de ça. Mais je veux dire que le problème, c'est le manque de courage,
et le court-termisme de la vue. On a des dirigeants politiques qui comprennent rien, en dehors de leur incompétence. En plus, ils n'ont pas de courage. Et ça, moi, ça me fout en l'air parce que on est en train de ruiner la France. Et la politique monétaire actuelle, c'est la même chose. L'euro fort, on va mettre des gens au chômage à cause de la politique de Francfort, c'est-à-dire encore une fois des Allemands qui ont la main mise sur la Banque européenne. Donc il faut arrêter de dire le couple franco-allemand, on est cocu tout le temps, et je crois qu'il faut que ça soit dit. Et moi, je préfère le dire fort. Voilà. Je crois que je vais vous garder pour le dernier débat, justement, Claude, qui porte sur les erreurs économiques politiques. Et vous parliez justement de la surévaluation des monnaies. On en parlera avec notre invitée Anne de Guigné en troisième partie d'émission. Alors vous pouvez rappeler si le cœur vous en dit. Pierre Bentata, vous avez écouté Léon de Fontaine et Claude qui nous appelait de Perpignan. La faute vraiment à l'Europe et surtout aux Allemands. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic ? Non, c'est là où on a un désaccord. Évidemment que ce marché, je l'ai évoqué moi-même, il pose des problèmes. Mais ce marché, il nous permet aussi de revendre de l'électricité très facilement lorsqu'on est en surplus et d'en récupérer lorsqu'on est en demande. Ce qui se passe très souvent, notamment en hiver, au cours d'une même journée. Si on n'est pas dans ce marché, on a un souci. Donc, sortir de ce marché électrique, c'est très compliqué. On peut arriver à modifier quelques trucs à la marge, mais c'est pas économiquement utile et c'est pas économiquement pertinent d'en sortir. La deuxième chose avec laquelle je suis en désaccord, c'est que c'est pas les critères de Maastricht qui nous posent problème. C'est qu'on a 3 000 milliards de dettes, on a presque 5% de déficit, et que si de toute façon on ne fait pas d'efforts là-dessus, si l'État continue à dépenser comme il dépense, ce qui n'est pas du tout une politique libérale, soit dit en passant, on va être attaqué sur les marchés financiers, puisque l'État est dans une situation où il s'est soumis lui-même, en s'endettant autant, aux réactions des marchés financiers. Et donc ici, selon moi, si on ne peut pas sortir, et si de toute façon l'État doit se désendetter, alors il faut qu'on produise davantage. Dans ce cas-là, on sera moins dépendant de ce marché. Et pour produire davantage et pas cher, il faut avoir une vraie politique nucléaire. Mais le gouvernement le dit d'ailleurs que c'était un problème, que le parc du nucléaire n'a pas répondu aux attentes pour l'instant. C'est d'ailleurs un des arguments du gouvernement qui avait maintenu le bouclier pour cette raison-là. Ça fait plusieurs quinquennats qu'on a une politique complètement démagogique en termes d'énergie, notamment pour faire plaisir aux écologistes, qui nous ont fait croire que le nucléaire n'était pas bon. Et là-dessus, si les écologistes et si les partis qui veulent que les prix diminuent étaient vraiment cohérents, ils iraient devant le Parlement européen et demanderaient à ce que le nucléaire soit considéré comme une énergie verte ou renouvelable. Tant qu'on ne fait pas ça et qu'on combat simultanément le nucléaire, mais qu'on veut avoir des prix qui sont faibles, on est dans ce système où nous tous, on paye de plus en plus cher. Parce que c'est nous qui avons des réactions absurdes là-dessus, et ce n'est pas l'Europe. Pas l'Europe, alors Léon Desfontaines. Bah si, en l'occurrence, M. Bentata a bien ciblé. Le problème aujourd'hui, c'est que l'énergie nucléaire n'est pas considérée comme une énergie verte à l'échelle européenne, notamment en responsabilité d'un certain nombre de députés européens et notamment d'écologistes, du groupe écologiste. Mais on a besoin aujourd'hui de réaffirmer en effet que le nucléaire est une énergie d'avenir parce que d'un côté, elle permet de produire beaucoup d'énergie à bas coût et qui est disponible à longueur de temps. Et donc oui, il faut réinvestir dans l'énergie nucléaire massivement. Et j'irai même encore un peu plus loin que M. Bentata. Je pense que ça doit être planifié par la puissance publique, par le pouvoir public. Et ça, c'est indispensable. Et en l'occurrence, l'Union européenne a quand même tenté le projet Hercule, en tout cas a tenté d'imposer le projet Hercule qui visait à démanteler EDF davantage et notamment de potentiellement laisser une partie de notre parc nucléaire au privé. Ce serait profondément dramatique parce qu'on a besoin d'une gestion publique, à la fois pour répondre d'un point de vue des normes de sécurité, mais également pour planifier l'ensemble des besoins. On a très bien vu cet hiver, et on le verra l'hiver prochain, les conséquences dramatiques que ça peut avoir de ne pas planifier la production énergétique. Pierre Bentata, vous êtes d'accord avec cet argument? Il faudrait surtout éviter de le laisser au privé, ça serait dramatique? Non, ça je suis pas d'accord. Pour avoir fait une thèse de doctorat uniquement sur les accidents environnementaux et technologiques, je peux vous dire que plus de 50% des accidents sont liés à la gestion publique. Donc je vois pas pourquoi. En revanche, avoir du nucléaire, oui, je suis d'accord, mais c'est là où je comprends pas le manque de véhémence d'une certaine partie de la gauche à l'égard de la gauche elle-même, parce que c'est très souvent les écolos et la France insoumise qui viennent essayer d'empêcher d'avoir du nucléaire. Et on ne peut pas jouer sur les deux tableaux, nous dire qu'on ne veut pas de nucléaire parce que c'est dangereux ou parce que ceci et cela, et en même temps nous dire il ne faut pas que les gens payent plus cher leur électricité. Et ça, c'est complètement incohérent.
Le seul parti quand même tout de même qui s'est opposé fermement à la fermeture de Fessenheim, de la dernière centrale nucléaire qui a fermé en Allemagne, c'est le Parti communiste français et pour le coup le gouvernement en Alsace tout à fait. Le gouvernement d'Emmanuel Macron s'est rendu responsable. Elisabeth Borne elle-même, quand elle était ministre de l'Environnement, qui a acquiescé cette fermeture qui a eu des effets très néfastes. Je partage ce que disait Monsieur Bentata sur le coût de l'énergie. Restez avec nous, Léon de Fontaine et Pierre Bentata, pour continuer ce débat dans quelques instants. On va aussi parler plus en détail de ce bouclier fiscal. Est-ce qu'il aurait fallu le maintenir, Pierre Bentata, vous nous avez déjà dit non, puisque ça coûte beaucoup trop cher. Nos auditeurs continuent à nous appeler, d'ailleurs, 0826 300 300. On verra ce qu'ils ont à nous dire dans quelques instants. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. 12h48 en direct sur Sud Radio. On poursuit notre débat puisque la facture d'électricité va augmenter 10% de plus à partir du 1er août. Nos invités, Pierre Bentata, économiste, débat avec Léon de Fontaine, patron des Jeunes communistes français. Léon de Fontaine qui me disait pendant cette petite respiration qu'il était un petit peu scandalisé parce que le gouvernement avait dit par 2 fois, non, on ne touchera pas à cette facture d'électricité, Léon. Monsieur le maire, quand il a été interrogé en janvier dernier, a dit qu'il maintiendrait le bouclier tarifaire jusqu'en 2025 et qu'en 2023, il n'y aurait aucune augmentation des factures d'électricité. Il y a encore un mois, le sénateur Fabien Gay, qui est plutôt spécialisé sur les questions énergétiques, avait interpellé le ministre également sur la fin du bouclier tarifaire et il lui avait rétorqué que les factures allaient diminuer. Et finalement, là, un mois après, on voit que les factures vont augmenter et des fois, on se demande quand même s'il y a bien quelqu'un qui tient la barre dans ce gouvernement et qui est capable de planifier à plus qu'un mois la politique du gouvernement. Et en l'occurrence, visiblement, ce n'est pas le cas. Et en fait, on enchaîne des petites mesures par-ci par-là pour essayer de masquer les dégâts. Vous auriez souhaité vraiment le maintien de ce bouclier tarifaire à un niveau conséquent? Mais bien sûr, il est indispensable. C'est être déconnecté des réalités si on pense qu'aujourd'hui, la plupart des Françaises et des Français arriveront à payer ces factures d'électricité. C'est plus 160 € sur les factures d'électricité, c'est très conséquent. Et vous l'avez très bien dit également, pour nos PME, moi je pense aux petites et moyennes entreprises qui vont avoir 2 possibilités. Soit c'est mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'ont pas les moyens d'assumer la hausse de ces factures, soit c'est répercuter le prix sur leur prix tout simplement. Ce qui va avoir des conséquences d'inflation encore plus conséquentes que ce que nous pouvons connaître parallèlement. Et de l'autre côté, les salaires, comme j'avais dit au tout début de votre émission, stagnent parce qu'ils ne sont pas indexés sur l'inflation. Et on va avoir une spirale de recul du pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français. Ça a l'air d'inspirer nos auditeurs, puisque ça téléphone pas mal au 0826 300 300. On est avec Marc de Bordeaux. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Vous vouliez réagir justement? Oui, bon, je vais essayer d'être synthétique et d'apporter les informations que je viens d'avoir aujourd'hui, juste avant l'appel, puisqu'on m'a sollicité. Lorsqu'il y a eu l'annonce de l'augmentation au 1er février, moi je suis à EDF, donc je suis resté au tarif réglementé. J'ai appelé des mois avant, décembre, janvier. Les agents d'EDF, quand vous les appelez, ils vous disaient 15% TTC. Voilà, c'est certain. J'ai eu la surprise malheureuse de voir, et avec confirmation, qu'en février, en mars, en avril, quand j'ai rappelé les agents d'EDF, on est désolé, on n'a pas eu les bonnes informations. Effectivement, c'était bien 20% d'augmentation. Et je leur ai demandé, qui décide déjà à la base de vous donner les chiffres et des augmentations? Il s'agit de la Commission de régulation de l'énergie. Je sais. Bon, très bien. Aujourd'hui, juste avant de vous avoir, j'ai appelé EDF. On est 12 jours avant l'augmentation, c'est-à-dire j'ai compris que ce serait au 1er août. Oui. Voilà. Eh bien, tenez-vous bien. La réponse de l'agence EDF, qui n'y est pour rien, on n'y dit pas les infos, et pourtant EDF fait partie de l'État. Monsieur, ce sera entre 3 et 10%, ça dépendra du client. On n'a pas d'autres informations en étant logué sur mon compte particulier d'abonnement EDF. Bon. Incroyable. Incroyable. Donc incroyable, vous n'aviez pas intérêt à planifier trop votre budget. Faut pas être trop ric-rac quand même. Il était déjà planifié à la hausse et j'ai toujours fait gaffe à ça. Ouais. Par contre, moi j'ai un salaire d'aide-soignant. Voilà. La réalité, comme on dit, c'est que derrière, on est forcé. Si, je dis bien si, puisque les boulangers et tout ça ont fait reculer à un moment donné
Hein, on n'est pas obligé aussi d'accepter comme c'est pas parce que l'État dicte qu'à un moment donné, on ne peut pas revenir en arrière. Les boulangers, hein, combien on a parlé avec leur augmentation de l'électricité. Quoi qu'il en soit, il est certain que si cette application s'applique aujourd'hui à 12 jours du mois d'août, on ne sait rien si vous appelez EDF, ce qui est scandaleux. Voilà, moi je lui ai dit. Oui. Très honnêtement, vous avez quand même, vous êtes de l'État, et vous avez des responsables au-dessus, à croire que vos responsables n'ont même aucun pouvoir vis-à-vis de l'État pour obtenir des tarifs corrects. Il y a de ça un an, quand EDF augmentait les tarifs, j'avais toujours 1 ou 2 mois à l'avance des tarifs qui m'étaient donnés, qui étaient réglo et qui correspondaient à la réalité. Depuis le mois de février, j'ai constaté ça. Aujourd'hui, l'appel juste avant vous, voilà ce que j'ai eu comme réponse. Je tombe des nues. Merci part, en tout cas, Marc. Et mon interprétation, c'est juste une chose, hein, c'est que l'État, on est aujourd'hui depuis longtemps dans un. Je suis pas, comment on appelle ça, à inventer, comment on appelle ça. Bref, pour moi, on est dans ce système ultralibéraliste où l'État politique dépend des économistes, de l'économie pure et dure. L'économie pure et dure, on nous targue de l'électricité, des voitures électriques. Il va falloir à un moment donné rentabiliser tout ce bazar. Et de toute manière, et le nucléaire, n'en parlons pas, il y a quelques années, on voyait bien des reportages où, hélas, les agents qui faisaient les contrôles, il y avait des journalistes qui faisaient reportages sur M6 ou autre, et qui montraient bien la même chose. Hein. Les agents disaient bien, on nous demande de faire les contrôles à la sauvette pour faire des économies au niveau financier. Et après, on s'étonne que justement, les centrales nucléaires soient mal entretenues. C'était déjà prévisible. Donc tout ça, ça me fait penser qu'à une chose, c'est que l'État reste muet. L'État sûrement, et ça, peut-être que je vais m'en prendre une, mais tant pis, je soupçonne l'État toujours et de plus en plus d'être quelque part. L'État, pour moi, c'est des guignols, et la main qui est dans guignol, c'est plutôt des grosses entreprises d'économie qui n'ont qu'un intérêt à se faire du fric, peu importe si les Français ou les Européens n'ont plus que du pain, ou même pas du pain, pour bouffer demain. Voilà. Merci en tout cas Marc de nous avoir apporté votre témoignage est hautement intéressant puisque vous avez eu avant ce coup de fil justement des agents EDF qui vous disent en gros écoutez on ne sait pas 3 à 10% d'augmentation. Pierre Ventata, quand vous écoutez Marc de Bordeaux là, qui vient de nous expliquer ce témoignage là, enfin, c'est assez édifiant, c'est quoi votre réponse à vous? Ma réponse, c'est que ça démontre toute la difficulté de vivre dans un cycle qui est inflationniste. Lorsque vous avez de l'inflation, il est très difficile d'anticiper quels seront vos coûts et donc quels seront vos prix, que ce soit administré ou pas. Et donc, sur le fond, le problème ici, c'est un problème de lutte contre l'inflation, globalement. Mais cette inflation, je trouve ça très rigolo qu'on n'arrête pas de taper sur le système libéral ou le marché. Cette inflation, elle a été créée par qui? Elle vient d'où, cette inflation? Cette inflation, elle vient de la monnaie qu'on fabrique au niveau des banques centrales et de la quantité d'argent qui a été injectée depuis 2008 par les différents gouvernements et par les différents États. Ce qui casse la machine économique. Après, ils disent pas autre chose, nos auditeurs. Ils parlent d'incompétence, ça revient souvent quand même, c'est vrai? C'est pas de l'incompétence. Moi, j'essaye de mettre, je suis pas du tout dans aucun parti, mais j'essaye de me mettre à la place de n'importe quelle personne qui est au gouvernement ou qui est en position d'être élue. Lorsque vous voyez aujourd'hui quelle est la demande des citoyens à l'égard du politique et que vous voulez que les politiques fassent absolument tout, qu'ils soient présents sur tous les secteurs mécaniquement, il y a trop d'argent qui est nécessaire et pour pouvoir combler ça, on le comble avec de la dette et de la dette, c'est du faux argent qui est simplement imprimé, c'est de la planche à billets qui finit par devenir de l'inflation sur les marchés. Donc, je comprends très bien la difficulté ensuite parce qu'on se dit personne n'est responsable ou les politiques sont des guignols. Mais en fait, ils ne sont pas des guignols. Ils répondent simplement à une demande qui est devenue infinie d'intervention. Si on n'avait que la politique énergétique, la santé et l'éducation, on n'aurait pas ce problème de dette et on pourrait continuer à maintenir le bouclier tarifaire pendant très longtemps. Mais vous avez un État qui représente plus de la moitié de l'économie.
Alors, considérer que c'est un problème de libéralisme, c'est un peu fort. Mais oui, il y a une défaillance de l'État, mais parce que l'État est trop gros et on lui en demande trop. Merci Pierre Bentata. Le mot de la fin pour vous, Léon de Fontaine. Est-ce que vous êtes quand même optimiste sur l'évolution des prix, sur le futur, hein? On entendait certaines associations nous dire là, il ne faut pas rêver, hein, les prix sont tellement orientés à la hausse. Mais Emmanuel Vargon, hein, qui dirige justement la commission de régulation énergie, nous disait non, mais quand on sera plus autonome, ce sera plus facile pour les prix. Et elle pense que les prix vont enfin baisser, elle. Je serais optimiste le jour où, en effet, on arrivera à retrouver notre autonomie en matière énergétique et recréer un pôle public de production électrique d'un côté et de l'autre, où on permettra d'indexer les salaires sur l'inflation pour permettre justement d'éviter d'avoir un recul du pouvoir d'achat lorsqu'on a une hausse de l'inflation comme on connaît actuellement. Merci en tout cas Léon de Fontaine, Pierre Bentata d'avoir été avec nous. Merci aux auditeurs d'avoir réagi et resté avec nous dans quelques instants. Justement, ça fait vraiment écho à ce débat. On va parler de toutes ces erreurs politiques, économiques, le nucléaire, surévaluation des monnaies qui conduisent notamment à l'inflation. Figurez-vous que ça avait commencé en 301 après Jésus-Christ, l'empereur Dioclétien qui avait échoué à combattre l'inflation par le blocage des prix. C'est quand même assez cocasse. On en parle avec Anne de Guigné dans quelques minutes.